Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Bienvenue pour cette rentrée des transitions. Une rentrée des transitions sous le signe de la CSRD et de la finance durable qui va nous permettre du coup d'attaquer tous ensemble la rentrée sur ces beaux sujets. Alors le terme de rentrée est un peu scolaire, mais quand on revient de vacances et qu'on prépare les entreprises à passer l'examen de la RSE, finalement c'est pas totalement déconnant. Je voudrais commencer par remercier les partenaires de l'événement qui ont permis qu'il se réalise. Je voudrais commencer par BPI France, qui, en la personne de Philippe Kunter, qui nous fait l'honneur de nous recevoir dans ce bel écrin. Je voudrais remercier également RSE Data News, en les personnes de Valérie Houdier, qui est dans la salle, je crois, pour la partie médiatisation, et Aurélie Véronneau pour l'animation de la première table ronde. Je voudrais remercier aussi le C3D, en la personne de Fabrice Bonifay, que vous aurez le loisir d'écouter dans la seconde partie de l'après-midi. Cet après-midi, elle sera rythmée autour de deux tables rondes, CSRD et finances durables, deux thématiques phares de la rentrée, deux thématiques qui bousculent les entreprises et qui vont surtout imposer de se mettre en marche forcée et rapide pour les nouvelles exigences en matière de RSE et en matière de reporting extra-financier. Bienvenue. Cette thématique de la CSRD, je crois qu'on vit vraiment un joli moment, tous ici réunis, un nouvel événement clé pour notre corporation, parce que je crois que depuis près d'une vingtaine d'années, chez CIDIES, on travaille à accélérer l'intégration de la transition écologique dans le modèle des organisations. Ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on essaye de travailler à l'expression du discours des entreprises en matière de développement durable. Et je ne me souviens plus, je ne compte plus le nombre de fois où on a refusé à des clients de communiquer sur une démarche qui était totalement immature, qui n'était pas concrète, qui n'était pas formalisée, qui n'était pas du tout intégrée dans la chaîne de valeur et dans les métiers. Et je crois que la CSRD, c'est vraiment une chance parce que c'est un coup de pression supplémentaire auprès des entreprises et des donneurs d'ordre pour faire les choses pour de vrai. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, il y a fort à parier que les choses vont bouger. Mais c'est aussi un sujet éminemment complexe. Et je remercie du coup les contributeurs de cette première table ronde pour nous éclairer sur les nouvelles exigences et peut-être aussi nous amener à voir comment mieux s'y préparer et comment peut-être la CSRD va nous amener enfin à défier la simple performance financière. Je passe la parole à Aurélie. Merci à toutes et à tous. Bonjour à tous, merci donc de votre présence pour cette première table ronde. Alors vous l'avez peut-être vu avant de partir en vacances, le 31 juillet, in extremis, la Commission européenne a publié l'acte délégué des normes de la CSRD, qui devrait être adopté, si tout se passe bien, cet automne pour une première mise en œuvre concrète à partir du 1er janvier 2024. Donc vous allez effectivement pouvoir vous mettre véritablement au travail. Et donc c'est ce dont nous allons, on va débattre aujourd'hui, comment mettre en œuvre concrètement cette directive très attendue. Que peut apporter la CSRD aux entreprises? En quoi peut-elle transformer le business model vers plus de durabilité? Quelle gouvernance, quel processus mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'elle apporte aux investisseurs et notamment dans leur dialogue avec les entreprises? Pour répondre à ces questions, donc, je suis entourée donc de Thomas Fernandez-Niebla, qui est directeur conseil RSE au sein de l'agence CIDIES, de Coraline Barré, responsable RSE du groupe Auchan Retail, Christophe Ménigaud, responsable de projet ESG chez BPI France, et Noël Boza, fondateur et dirigeant de ZEI, une solution d'évaluation et de pilotage de la démarche RSE. Pour commencer, je vais revenir rapidement en quelques minutes sur l'historique de la CSRD pour vous faire un petit rappel. Alors, il y a eu tout un travail mené ces derniers mois, mais aussi ces dernières années,
Et en particulier en France, nous avons une longue expérience du reporting extra-financier. Vous le savez sans doute, mais en France, on a donc les entreprises ont des obligations de reporting extra-financier depuis plus de 20 ans, avec la loi sur les nouvelles régulations économiques, la loi NRE depuis 2001, qui a ensuite été renforcée en 2011 par l'article 225 de la loi Grenelle II. À l'échelle européenne, les choses s'accélèrent ou démarrent en 2014 avec la directive donc NFRD, la Non-Financial Reporting Directive, donc qui est adoptée en 2014 et donc fixe pour la première fois des obligations de reporting extra-financier pour les entreprises européennes. Toutefois, le texte est transposé selon les réglementations locales de tous les États et donc il présente des limites et en particulier, il ne permet pas de disposer de données harmonisées et de comparer les entreprises européennes les unes entre les autres. Aussi, en 2019, lors de l'adoption du Green Deal, l'un des piliers du plan finance durable consiste à préparer donc une nouvelle directive sur le reporting extra-financier pour améliorer les choses. La Commission européenne, à ce moment-là, confie à l'EFRAG la responsabilité de préparer le futur jeu de normes techniques. Suite à un travail très dense qui a été mené pendant près de 3 ans, l'EFRAG accouche d'une première proposition de 12 normes que vous avez sans doute consultées en novembre 2022. Cette proposition est ensuite soumise à consultation avant la publication du projet d'acte délégué de la Commission européenne le 9 juin dernier. Dans cette proposition, la Commission modifie certains éléments du texte. On y reviendra sans doute dans nos échanges. Néanmoins, alors que le Green Deal traverse une période délicate, l'essentiel est sauvé, puisque, comme je l'ai dit, suite à quelques semaines de consultation, l'acte délégué a été publié le 31 juillet et va pouvoir être négocié dans les semaines qui viennent. S'il n'y a pas d'opposition majeure au Parlement et au Conseil, ce texte donc, devrait pouvoir être applicable dès le 1er janvier 2024. Parmi les points dont on parlera ce soir, il y a aussi les questions de la finance durable, puisque le texte est très attendu par cet univers. La CSRD arrive en effet après plusieurs réglementations importantes dans le monde de la finance durable, en particulier SFDR, dont vous avez sans doute entendu parler ou qui vous occupe peut-être beaucoup. Et donc les investisseurs doivent depuis 2 ans déjà rendre des comptes sur la durabilité de leurs investissements. Or, il manque de données de la part des entreprises pour répondre donc à leurs propres obligations. Et la CSRD est à cet égard très attendue. Certains représentants du monde de la finance, d'ailleurs, se sont exprimés, ont exprimé leur insatisfaction lorsque la Commission a fait sa proposition d'acte délégué en juin dernier, les investisseurs disant que les arbitrages qui avaient été faits par la Commission n'étaient pas suffisants pour eux. L'Union européenne est également engagée dans une course face à la vision du reporting développée par le monde anglo-saxon, puisque en parallèle des travaux européens, 2 normes ont été développées par l'International Sustainability Standards Board, l'ISSB, sous l'égide de la fondation IFRS. L'ISSB souhaite que son projet de norme devienne la référence à l'international, alors que l'Union européenne tient à garder et à diffuser sa vision basée sur le principe de double matérialité. Alors maintenant que en Europe cette phase réglementaire est en bonne voie d'aboutir, que peut vous apporter la CSRD? Quel chemin suivre pour s'y préparer au mieux? Pour commencer, je vais donc donner la parole à Thomas, qui va revenir sur les aspects un peu plus concrets. L'EFRAG a donc élaboré 12 normes. Quels en sont les principes clés? Quelles en sont les grandes têtes de chapitre? Et quel est le calendrier de mise en œuvre? Alors, vaste question. On a préparé quelques slides pour y répondre. On va faire quelques détours. Pour certains, ça va être des redondances. Pour d'autres, c'est le b.a.-ba. Donc, c'est le minimum à connaître lorsqu'on parle de CSRD et de SRS. On a essayé de répondre à la question d'Aurélie en une dizaine de slides. Je vais dérouler. Naturellement, on a voulu refaire un petit pas de recul sur ce qui a motivé la CSRD, parce que ça donne la philosophie et le pourquoi
on arrive à ces 12 normes dont parlait Aurélie. Il faut savoir qu'entre la dernière directive européenne de 2014, la transposition française de 2017, le monde a pas mal changé, la perception de l'entreprise a également pas mal changé, et on n'attend plus la même chose d'une entreprise. En parallèle de ça, on a vu la multiplication des normes, des labels, des agences de notation, ce qui a donné aussi de la confusion dans toute la publication et la communication extra-financière. Et enfin, on peut également citer la professionnalisation, la montée en compétence de la société civile, des investisseurs, des collaborateurs, qui sont de plus en plus amènes à questionner, à challenger et à critiquer quelque part les publications et la communication extra-financière. Donc les 5 ambitions un peu phares qui ont été portées dans le cadre de cette CSRD, sont celles qui sont affichées à l'écran. Alors j'essaie de les deviner, mais j'essaie de les reprendre dans l'ordre. La première, c'est celle de l'harmonisation des standards. Il y a un enjeu fort qui avait été un peu loupé via la DPEF parce qu'elle n'était pas suffisamment contraignante, elle ne donnait pas suffisamment de guidelines claires et précises sur ce qu'on attendait des entreprises. Donc la première ambition, la première cible, c'est bien de renforcer cette harmonisation des standards. D'ailleurs, les textes publiés font référence aux normes, au référentiel TCFD, SBTN sur la biodiversité, pour montrer en fait en quoi le cadre commun de reporting de demain sera cohérent avec tous ces référentiels thématiques existants. Pareil, on a des travaux en cours sur l'interopérabilité avec le GRI. Donc c'est des standards qui vont venir, qui vont arriver là dans les mois qui viennent, mais c'est à avoir en tête, cette CSRD donnera quelque part le chemin de fer, le fil rouge de toute communication extra-financière en matière de reporting. La deuxième brique qui est totalement corrélée à cette première, c'est de donner de la comparabilité ou de donner des facteurs de comparabilité entre entreprises. Grâce à la CSRD, on aura demain la possibilité de comparer, comme tu le disais Aurélie, des entreprises de même secteur, de même taille. Et dans ce cas-là, ça va faciliter les enjeux de vérification et de comparabilité pour les investisseurs et pour les actionnaires lorsqu'ils souhaiteront entrer au portefeuille d'une entreprise. La troisième brique, elle vaut sur la fiabilité, si je me souviens bien. Et celle-ci, elle est renforcée par 2 éléments, notamment dans les textes. La place et le rôle du comité d'audit, ou au moins du comité de surveillance ou de vérification des éléments extra-financiers. Ce rôle-là, il est renforcé. Donc le texte veut renforcer le rôle d'un comité d'audit ou un comité de surveillance dans le cadre de ces publications extra-financières. Et le deuxième qui m'échappe en vous parlant, qui est ici. J'étais bien parti. L'obligation d'un audit externe, on ne peut pas l'oublier d'ailleurs, puisque celui-ci, mais on y reviendra après, c'est pour ça aussi que je l'oublie. Les standards publiés vont imposer à ce qu'on audite de manière systématique, ce qui était déjà fait pour toutes les publications DPEF en France, ce qui n'était pas pour les rapports volontaires RSE. Mais demain, les entreprises qui publieront auront cette obligation d'audit, qu'elle soit DPEF compatible ou non. Et enfin, 2 derniers éléments. Le premier sur la lisibilité des standards. Là, je pense que la Commission avait en tête un peu tous les échanges qu'il peut y avoir en termes d'intelligence artificielle ou de tagging des données. Donc là, il y a un enjeu sur comment on repère les données comparables, les indicateurs clés pour comprendre la performance extra-financière de l'entreprise. Et le dernier point, il est sur l'élargissement du périmètre. Je pense que si vous êtes aussi nombreux ce jour, c'est que cette obligation de reporting va concerner 5 fois plus d'entreprises presque que la DPE, que le LETS NFRD. Et en France, ça sera environ 10 000 entreprises concernées. Donc pour les chiffres, c'est 12 000 concernées par la NFRD et plutôt 50 000 pour la CSRD à venir. Lorsqu'on rentre dans le détail des textes, on va trouver un certain nombre de niveaux d'exigence. Donc la structure donnée par les textes va enrichir et renforcer de manière contraignante l'ensemble des indicateurs et des informations à communiquer.
On peut les résumer en 3 grands types. Donc, c'est les 3 briques que vous voyez apparaître à l'écran. Le premier concerne les standards. Donc, il y aura des standards qu'on peut appeler ou qualifier d'universels, qu'on appelle les cross-cutting standards. Ceux-là vont donner en fait une sorte de socle commun à toutes les entreprises, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille. Celles-ci vont vraiment porter les informations génériques à publier. Dans le même temps, il y aura des standards thématiques, donc on les distingue juste dans la brique d'en dessous, qui sont environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cela, bon, on va en parler un peu plus tard. Il n'y a pas de grande nouveauté pour les entreprises qui publiaient déjà en matière de DPEF ou NFRD. Et dernier niveau de communication, il y a les standards sectoriels. Ceux-là ne sont pas encore disponibles. Ils le seront courant 2024. Il y a 8 secteurs visés à date. Sans surprise, ce sont les secteurs qui sont les plus impactants ou les plus émetteurs, entre guillemets. Donc typiquement gaz, hydrocarbures, on a l'exploitation minière, l'agriculture notamment, pour en citer que 3. On va avoir aussi le textile par exemple. L'idée également de cibler ces secteurs-là spécifiques, toujours dans cet esprit de Green Deal européen, de pacte vert, de fléchage des investissements, c'est bien d'identifier quelles sont les entreprises parmi ces secteurs qui s'en sortent le mieux ou qui ont une meilleure performance extra-financière. Pour entrer, je ne sais pas, tu m'accélères si besoin. Pour entrer plus en détail dans les secteurs, dans les ESRS attendus, ils sont au nombre de 12. Donc c'est ce que mentionnait Aurélie. 2 ESRS qui sont relatifs aux données génériques. Donc ESRS 1, si vous vous amusez à aller le voir, il vous donnera surtout des éléments de définition, de concepts clés, mais pas vraiment d'indications sur la manière de reporter ou sur les indicateurs concrets à publier. Mais il permet de cadrer quelque part et de donner un langage un peu commun au reste des normes. ESRS 2 qui est vraiment sur l'ensemble des informations génériques liées à l'entreprise, mais également liées à chacune des thématiques ESRS, E1, etc. Donc ça, c'est bien à avoir en tête, c'est que cette ESRS permet en fait une lecture des autres ESRS. Donc c'est un peu le guide à garder entre les mains lorsqu'on va ensuite aller investiguer l'ensemble des autres ESRS. Et ensuite, de manière très concrète, 3 types de ESRS thématiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Environnementaux, vous allez sûrement voir quelques liens avec les indicateurs attendus dans la TCFD. Donc typiquement, on va parler de changement climatique, d'atténuation et d'adaptation et d'énergie dans ce premier ESRS. Dans le deuxième, je pense que c'est pollution, j'ai fait de tête, mais je pense que Noël me reprendra si jamais je suis pas bon. Le deuxième est sur la pollution, air, eau, sol, les rejets. Le troisième sur la biodiversité, c'est l'eau et ressources marines. Troisième sur la biodiversité, les impacts indirects et directs qu'on peut avoir sur la biodiversité. Et le cinquième sur l'économie circulaire et la matière en gros. Pareil, on aura des illustrations juste après sur ce que concerne en termes de thématiques, sous-thématiques. Et ensuite, Noël ira encore plus loin dans les indicateurs visés. Pour la partie sociale, on retrouve des éléments également assez présents dans le cadre de DPEF publiés. Elles sont au nombre de 4. On a des attendus et des exigences sur la main-d'œuvre directe des entreprises. Donc là, ce sont les collaborateurs ayant un contrat avec l'entreprise ou des filiales. Dans ce ESRS S1, on va avoir des éléments sur les conditions de travail, sur la diversité, l'égalité des chances, la formation. Donc tout ça, ce sont des thématiques normalement assez couvertes dans le cadre encore une fois, de DPEF. Le deuxième ESRS va être essentiellement sur les collaborateurs ou les travailleurs de la chaîne de valeur. Et là, ça reprend quelque part la même organisation que ce premier indicateur, cette première thématique sociale. Donc on retrouvera exactement les mêmes sujets, type conditions de travail, type égalité, des chances. Et ensuite, les 2 d'après vont en fait venir spécifier selon des parties prenantes assez clés pour l'entreprise, qui sont la notion de communauté affectée.
Typiquement, on peut penser aux parties prenantes sur lesquelles l'entreprise peut avoir un impact tout au long de sa chaîne de valeur. Et le dernier est sur les consommateurs. Et typiquement, c'est un indicateur pareil qu'on retrouvait quand même assez fréquemment dans le cadre de publications actuelles. Et enfin, la toute dernière brique, elle est sur la gouvernance. Et en matière de gouvernance, là, l'EFRAG n'a pas proposé des choses très originales, mais par contre a rassemblé des thématiques qui peuvent parfois être un peu éloignées les unes des autres. Et typiquement, dans cette norme-là, vous allez trouver des éléments très en lien avec l'éthique des affaires, donc qui va être un peu le fil conducteur. Donc on va avoir des choses sur la corruption, sur la protection des lanceurs d'alerte, pardon. Mais on va également avoir des choses sur le bien-être animal. Donc voilà, on peut se questionner parfois de certains regroupements, mais il faut savoir que dans cette ESRS-là, vous retrouverez des éléments sur le bien-être animal que vous ne retrouverez pas ailleurs. Voilà. J'ai l'impression d'être très long, mais on y va. Juste une petite illustration sur la manière dont est organisée la norme. Donc pour chacun des ESRS que vous pouvez retrouver en ligne, ils sont tous décomposés en topics, donc les sujets d'intérêt, mais aussi en subtopics et en sub-subtopics. Donc en gros, vous avez la thématique globale décomposée en sous-thématiques et sous-sous-thématiques. Et ça va être particulièrement vrai pour des thématiques comme ce qu'on affiche à l'écran, pollution, qui va se décomposer en pollution, comme je disais, air, eau, sol, rejet, etc. Mais pour la partie sociale, par exemple, on va aller jusqu'à des sous-thématiques. Là, je ne sais plus en tête, vous les avez à vos yeux, mais bien avoir en tête qu'on se limite pas à la thématique d'ensemble. On rentre dans un niveau de granularité bien plus important que ce qui était attendu dans les précédentes obligations de reporting. On ne peut pas ne parler de CSRD sans parler de double matérialité. Donc on a fait aussi ce petit écart-là, juste pour bien spécifier ce qui est en cours et ce qui est attendu. Juste pour simplifier, la matérialité, c'est pas nouveau. C'est notamment le GRI qui avait installé ça dans les premiers référentiels publiés il y a maintenant 15 ans presque. Donc c'est une notion, la matérialité, qui revenait dans beaucoup de rapports, DPEF ou pas. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui publient des analyses de matérialité. Et pour rappel, une analyse de matérialité, c'est la comparaison, quelque part, entre les attentes internes et externes de l'entreprise, via la consultation de parties prenantes. Ce qu'a apporté la DPEF et la NFRD, c'est une question sur les risques. Donc à partir de 2017, il a fallu cartographier ces risques extra-financiers. Et par la cartographie des risques extra-financiers, c'était aussi ce besoin-là de savoir quelles étaient les thématiques pertinentes et matérielles pour l'entreprise. Ce que cherche à faire la double matérialité, c'est un peu la réconciliation des deux. C'est comment on peut, dans une même méthode, entre guillemets, faire coïncider la matérialité d'impact, donc comment l'entreprise impacte par ses activités les hommes et l'environnement, et la matérialité qu'on appelle financière, donc les effets financiers ou les conséquences financières liées aux thématiques de durabilité, c'est-à-dire est-ce que des ressources ou des personnes peuvent avoir un impact sur le business d'entreprise, sur sa performance, sa pérennité et sur la poursuite de ses activités. Et une fois qu'on a cet esprit en tête, on essaie d'expliquer un peu la pratique en quelques mots. On ne va pas s'arrêter là parce que l'EFRAG a publié il y a 10 jours des éléments un peu plus concrets sur la manière de faire cet exercice de double matérialité. Seulement, les choses qu'il faut savoir, c'est qu'un enjeu qui sera matériel, ce n'est pas seulement la conjonction des deux. C'est un enjeu peut être matériel par son impact ou par ses conséquences financières, ou des deux. Donc ça, c'est le premier élément. En fonction de cette lecture, on va isoler ensuite les thématiques à couvrir, les sous-thématiques et également les indicateurs. Et Noël en fera l'illustration tout à l'heure. Et ce qu'il faut avoir aussi également en tête, c'est que la méthode devra être exprimée de manière très explicite. La transparence et l'explication, elle est très présente dans l'esprit de la norme. C'est-à-dire qu'il faudra, en plus de publier les enjeux matériels, également publier la manière avec laquelle vous êtes arrivé jusqu'à l'identification de ces enjeux.
Et je ne m'arrête pas très, très longtemps sur celle-ci parce que, comme je disais, le 23 août dernier, où il y a 10 jours, l'EFRAG a publié ce qu'on appelle une guidance en matière de double matérialité. C'est un projet, donc ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel il faut se figer. La guideline, je crois qu'elle est attendue à l'automne, donc dans les mois qui viennent. Mais ça nous donne une première indication sur la manière qu'on peut avoir de traiter la double matérialité. Et ce qui est intéressant dans cette communication de l'EFRAG, c'est qu'elle propose trois temps forts, entre guillemets, pour identifier ces enjeux à la manière double matérialité. La première partie, c'est la mise en contexte. Et c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'au lieu de tout de suite partir avec comme clé de lecture uniquement la liste des ESRS et ensuite d'aller évaluer quels sont ceux qui sont matériels, ça vient reprendre un peu de recul sur le sujet en se posant la question d'une part de mon business model. Donc à quel point mon business model peut avoir un impact sur tous ces enjeux-là, sur mes orientations stratégiques. Donc est-ce que des orientations stratégiques peuvent avoir un impact, parce qu'on parle bien d'impact actuel ou potentiel. Et ensuite, elle demande également, donc les FRAG, c'est ce qu'ils mettent dans leur texte, ça demande également de prendre de la hauteur via l'externe, c'est-à-dire via l'écoute de parties prenantes ou via des veilles ou des prospectives dans les médias, on serait en capacité d'identifier des impacts ou des enjeux qui viendraient nourrir sa liste d'enjeux à évaluer. Une fois qu'on a fait ce premier travail de mise en contexte, le deuxième correspond quelque part à la liste des indicateurs qui vont être évalués. Donc, une fois qu'on a les thématiques d'intérêt, on va pouvoir les rendre concrets. Typiquement, santé, sécurité, ce n'est pas un risque, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut venir évaluer la matérialité. On va chercher à savoir, est-ce que c'est un risque pour les personnes de mon entreprise? Est-ce que c'est un risque pour les personnes de ma chaîne de valeur? Est-ce que c'est un risque pour l'environnement? Donc, en gros, il va falloir caractériser ou qualifier ces thématiques-là sous forme de risque. Et la troisième étape, je vais peut-être un peu vite, mais c'est pas grave, il faut déjà le dire. Et la troisième étape, elle est vraiment dans l'évaluation. Et dans l'évaluation, ce qui est attendu, c'est de la définition des seuils via lesquels on va concrètement définir qu'un enjeu est matériel. Les seuils, ils vont être selon les critères définis via la matérialité d'impact. Donc là, on va parler de remédiabilité, de portée de l'impact, c'est-à-dire à quel point l'entreprise peut avoir un impact plus ou moins grand vis-à-vis de son environnement ou les personnes de sa chaîne de valeur, mais également de la partie matérialité financière, qui là sera plus sur la partie probabilité que cette thématique puisse avoir un impact sur mon activité, et également conséquences financières en lien avec cette thématique. Je prends des petits raccourcis, mais je crois que je sais pas. Juste pour information, la norme donne également une structuration d'un rapport type CSRD tel qu'il devrait l'être demain, c'est-à-dire une publication en trois briques, entre guillemets. La première, vraiment liée au rapport de gestion, donc vraiment sur les éléments liés à l'entreprise, le business model, les orientations stratégiques, les développements futurs, voilà, tout ce qui peut permettre de bien comprendre l'activité et les développements de l'entreprise. Une partie très générique sur le développement durable, la manière dont est pris en compte les thématiques de durabilité au sein de l'entreprise, donc en matière de gouvernance, en matière également de stratégie, et ensuite des socles très thématiques. Donc en fonction de votre analyse de double matérialité, vous pourriez avoir que ces 4 thématiques à reporter. Ça donne uniquement une idée, c'est pas figé dans le marbre, mais ça peut être une manière très concrète d'appliquer la CSRD dans le cadre d'une publication extra-financière. J'ai 3 slides, mais si tu veux, j'arrête là. Dernière slide, c'est 3 dernières slides. Juste pour savoir où aller chercher l'information, on a remis typiquement ces 3 documents, à savoir l'acte délégué et l'acte un peu fondateur, et ensuite il y a 2 annexes. L'acte délégué fait une dizaine de pages, l'annexe 1 spécifie les éléments de durabilité, les indicateurs attendus et les exigences de reporting. Celui-ci fait 250 pages. Et la dernière était aussi intéressante, le dernier document était aussi intéressant, c'est l'annexe 2. Et celui-ci en fait fournit un glossaire
et en fait partage l'ensemble des définitions qui peuvent être intéressantes à avoir en tête lorsqu'on lit le reste, puisqu'en fait ça va venir définir très concrètement ce qu'est une chaîne de valeur, ce qu'on entend par biodiversité, etc. Vous pouvez trouver sur le site de la Commission européenne. Et enfin, juste un rappel sur qui est concerné et quand. Il y a trois mises en œuvre progressives de ce texte-là. La première, elle est par taille d'entreprise. Donc, naturellement, les entreprises déjà concernées, NFRD, seront les premières concernées. Et après, de manière dégressive, entre guillemets, on va rabaisser les seuils pour atteindre jusqu'au PME coté que vous voyez affiché à l'écran. Le petit point intéressant à souligner est la présence des filiales de groupes étrangers, mais présents en France et réalisant un chiffre d'affaires suffisamment important en France. Ces filiales-là seront également concernées. Deuxième deuxième mise en œuvre progressive, elle est selon la nature des informations à publier. Celle-ci, ça fait partie des derniers échanges entre la Commission européenne au sein de la Commission européenne et avec les FRAG. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté, selon la nature des informations à publier, des seuils selon lesquels on peut publier. C'est-à-dire que ça rajoute pour toutes les entreprises et en matière de biodiversité et en matière d'environnement, entre guillemets, la possibilité d'attendre 2 ans avant de publier tous les effets financiers en lien avec ces thématiques-là. Au niveau social, on a aussi des éléments type, si je ne me trompe pas, la part de personnes en situation de handicap pour lesquelles on aura 2 ans également pour reporter. Donc en fait, il faut bien vérifier, lorsque vous n'avez pas l'information, sa nature ou pas contraignante. Dernier seuil, entre guillemets, de mise en œuvre progressive, c'est toutes les entreprises qui ont moins de 750 salariés, pour lesquelles on a également, de manière dégressive, raboter un petit peu les exigences de reporting. Et enfin, mais je pense qu'on a déjà pu partager, des éléments sur les prochaines échéances en lien avec la CSRD. La première échéance qui va nous intéresser, c'est quelque part la validation officielle par l'Europe via le positionnement du Conseil européen et du Parlement européen. Donc ça, c'est la première validation qui permettra d'ancrer définitivement le texte pour tout le monde. Et il y aura une transposition par les États, je crois qu'ils ont jusqu'au 8 décembre pour le faire. Donc d'ici la fin de l'année, une transposition officielle par chacun des États de l'Union. À savoir, cette transposition est hyper intéressante et hyper importante à suivre parce que, pour rappel, dans la DPEF, c'est à ce moment-là que les SAS étaient sortis du scope des entreprises concernées par la DPEF. Il y a également des questions en termes de définition à apporter parce que la transposition ou la traduction en français parfois peut apporter quelques confusions ou quelques limites entre guillemets dans l'appropriation. Et peut-être une dernière illustration, la transposition française va également spécifier le rôle de l'audit et la manière dont on va venir auditer. Typiquement, il n'y aura pas de normes publiées par les FRAG sur le sujet de l'audit, ou du moins pas tout de suite, vous verrez, ça arrive un peu plus tard. Donc libre à chacun des États à ce stade de spécifier la manière dont vont être auditées les données, et libre aussi aux États de spécifier la manière, si une sanction sera applicable ou pas. Pour information, la seule sanction à date sur les textes en cours au niveau de l'Europe, elle est portée sur le devoir de vigilance européen, pour lequel on prévoit une autorité de régulation. Et je crois que j'ai fini, c'était un peu plus long, je suis désolé. Merci beaucoup Thomas pour cet exercice de vulgarisation qui n'est pas simple du tout. Alors, maintenant qu'on a beaucoup parlé de théorie, on va parler de choses, de mise en œuvre un peu plus concrètes. Coraline, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça représente pour vous de passer de la DPEF à la CSRD et qu'est-ce qui change dans l'approche que vous êtes en train de mettre en œuvre ? Tout à fait. Alors effectivement, en termes de changement, c'est un saut majeur pour nous de passer de la DPEF à la CSRD. Notamment sur le concept, la logique même de la CSRD est totalement différente. Aujourd'hui, on reporte
On fait notre cartographie des risques ESG et on reporte par rapport à ces risques aujourd'hui. On a plutôt une logique de aujourd'hui, quel est notre impact, quels sont nos enjeux, comment on agit sur ces enjeux et quelles sont nos actions. Et nos indicateurs sont essentiellement des indicateurs à date et des indicateurs historiques. Et la logique de la CSRD va nous faire passer dans une logique prospective. Il va falloir sur des émissions de carbone, aujourd'hui on reporte nos émissions scope 1, 2 et une partie du 3, et il va falloir demain qu'on reporte sur nos émissions futures, cette logique de trajectoire, les émissions qu'on ne va pas émettre grâce à nos actions de réduction. Donc il y a un vrai changement, un vrai shift là-dessus. Et une fois que j'ai dit ça, de l'extérieur, ça peut paraître un peu ok, vous changez, vous reportez sur le futur. Mais j'avais du mal à comprendre avant de l'extérieur. J'étais analyste ISR pendant des années, je lisais beaucoup de rapports. Des fois, ça faisait 2 pages et ça en disait autant que des rapports qui faisaient 300 pages. Et c'était très compliqué. Il y a eu beaucoup de progrès. Les lois nous ont aidés à progresser. Mais je ne comprenais pas pourquoi c'était si difficile pour les entreprises de progresser sur ces indicateurs de performance et sur le reporting de leurs actions. Je suis passée de l'autre côté du miroir et maintenant je comprends. Clairement, il y a un gap en termes de... Alors là, notamment dans la CSRD, en termes de formalisation. Il va falloir... Aujourd'hui, vous pouvez répondre à la DPEF sans avoir formalisé des politiques groupes, par exemple. Pour prendre un exemple concret, chez Auchan, on fait pas mal de choses en lien avec la diversité ou l'inclusion, mais ça va être différent d'une filiale à une autre. On fait des choses pour promouvoir les femmes dans le top management, on fait des choses pour inclure des personnes qui sont éloignées de l'emploi dans notre propre workforce, ou pour inclure des personnes handicapées, les inclure dans nos magasins, par exemple. On a des heures calmes pour que les personnes autistes, par exemple, puissent venir dans nos magasins. Ça fait partie de nos politiques. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est formalisé au niveau du groupe. Au niveau du groupe, sur les thématiques de diversité et d'inclusion, vous imaginez, on est présent dans 12 pays, les différences culturelles. En plus, on est une entreprise très décentralisée, donc on est dans une espèce de grande tour de Babel, et donc on va devoir initier des travaux pour avoir un engagement, enfin des engagements, sur la diversité et l'inclusion, mais sur tous les enjeux qui ont été présentés. Des engagements forward-looking, des plans d'action chiffrés, documentés, et des indicateurs d'impact et de résultats qui nous permettent de démontrer de l'impact de nos actions par rapport à l'enjeu et à la matérialité de l'enjeu. Donc ça, pour le construire, c'est hyper difficile. Il va falloir mettre plein de monde autour de la table pour discuter. Ça, est-ce que c'est vrai, même si la Commission a décidé de revenir un peu sur ce que les FRAG avaient proposé, ici il y aura cette analyse de matérialité préliminaire. Est-ce que finalement le travail va être aussi costaud que prévu ? Alors, Auchan, on est une entreprise dans le retail, on est au carrefour de la production, de la consommation, donc je pense qu'on a beaucoup d'enjeux. Donc après, ça dépendra de chaque entreprise et de chaque secteur, c'est clair. Mais cette analyse de double matérialité, c'est clair que ça va être le point de départ de nos travaux, le premier chantier à mener. Pour ajouter sur la question de la difficulté à mettre ça en œuvre dans une entreprise, il y a une question de périmètre. La CSRD, elle s'applique à des entreprises qui sont soit des... Enfin, je parle pour Auchan, mais il y a des PME, etc., mais qui sont des EIP, des établissements d'intérêt public, ou des SA. Aujourd'hui, je vous parle, je représente Auchan, mais Auchan n'est pas concerné directement par la CSRD. En fait, c'est notre holding, Hello, qui doit répondre à cette obligation réglementaire. Et également une de ses filles, qui est New Imo Holding, notre filiale dédiée à l'immobilier. Auchan, en tant que tel, n'est pas concerné par la CSRD. De fait, nous allons répondre. Mais donc, notre analyse de double matérialité, en réalité, on va la faire pour notre filiale immobilière, pour Auchan et pour le groupe Hello. Donc, en fait, elle va devenir double, quadruple, triple, je sais même plus compter. Donc, ça va complexifier aussi les travaux et la gouvernance d'un projet de mise en conformité qui est déjà complexe par l'ampleur des ESRS à couvrir.
Ça va vraiment être une cascade il y a un cascading d'entreprises, de filiales, etc. Ce cascading, cette consolidation, elle se fait facilement du côté financier ou du côté juridique, mais du côté de l'ESG, elle n'a pas forcément de sens. On n'a pas les mêmes enjeux sur de l'immobilier et sur du retail. Donc il va falloir trouver aussi une manière de répondre qui ait du sens en termes d'ESG. Et vous parliez de changements concrets, de mise en œuvre dans vos équipes, etc. Est-ce que c'est le Big Bang dans vos processus de reporting, dans vos systèmes d'information, dans l'implication des équipes par rapport à ce que vous faisiez? Concrètement, comment ça change les choses? Alors, ça va être un Big Bang. Il n'a pas encore eu lieu. Pour illustrer déjà le Big Bang, un des enjeux les plus communs à toutes les entreprises, et je ne vois pas une seule entreprise qui pourra dire qu'elle n'est pas concernée par le SRS E1 sur le climat. Le climat chez Auchan, ça fait 3 ans qu'on y travaille sérieusement, qu'on a un plan climat, on a été validé SBT, on a un plan d'action qui est chiffré, on a un outil de carbone tracking et des investissements qui sont en cours pour mieux mesurer notre empreinte carbone, reporter sur un périmètre plus large, piloter notre trajectoire, pour s'engager également avec nos fournisseurs sur leur propre décarbonation. Donc tous ces travaux, ils ont été faits en 3 ans, entre l'initiation et l'aboutissement, entre guillemets, parce que l'aboutissement aujourd'hui n'est que le début des actions pour avoir un impact. Et donc, imaginez que ce travail qu'on a mis 3 ans à faire sur le climat, qui est un sujet pas simple, et on va devoir le faire sur 7 ou 8 autres ESRS. Donc l'ampleur des travaux à mener, elle est vraiment colossale pour les équipes. Après, comment on s'organise? C'est une bonne question. On va mettre en place déjà, on reste pas seul. On s'entoure de sachants, de conseils, pour nous aider à comprendre les enjeux et à savoir ce qu'on va devoir faire. On a une feuille de route aujourd'hui opérationnelle, très opérationnelle. On a regardé chaque ESRS. Qu'est-ce qu'on a, nous, déjà dans notre DPEF? Qu'est-ce qu'on a, nous, en stock, qu'on ne publie pas dans notre DPEF, mais qu'on fait quand même? Et puis, on a construit une liste des tâches très opérationnelle. Voilà, sur le climat, je dois mettre à jour mon analyse des risques physiques sur mes sites, et ainsi de suite. Comme la liste des tâches, elle est assez monstrueuse, assez vertigineuse en tout cas. Ces travaux, ils ont aussi fait un peu peur aux équipes quand même. À chaque fois, quand on s'y plonge, on se dit waouh, tout ce qu'il y a à faire. On a défini une feuille de route. En tout cas, on est en train de faire une feuille de route organisationnelle. Qui on implique, quelle direction et comment on travaille. Aujourd'hui, la DPEF, elle est traitée par le service, la direction RSE. Demain, la CSRD, elle va être traitée par la direction RSE, la direction finance, performance, la communication, le juridique, l'audit. Et j'en oublie peut-être. En gros, tous les grands services d'une direction corporate d'un groupe sont impliqués dans la CSRD. Donc c'est une organisation projet assez conséquente. Et je vous parle d'Auchan, mais il faut faire le double avec New Imo Holding, notre autre filiale, et Hello, notre holding. Donc une gouvernance projet assez impactante. Alors je me tourne. Si je peux me permettre, juste pour compléter, parce que c'est tout à fait vrai. Nous aussi, BPI France, on est soumis, on est soumis à la DPEF, on le sera demain avec la CSRD. Au-delà de tous ces enjeux, et je te rejoins complètement, il y a aussi toute la formation aussi de ces directions. Puisque typiquement, direction financière et autres, j'ai rien contre la finance, mais la direction financière, les RH sont peut-être un petit peu plus sensibilisés quand même sur le volet social, etc. Mais ce sont des directions ou des équipes qui sont plus éloignées, disons, de ces sujets depuis le temps. Donc il y a aussi une montée en maturité qui est nécessaire et qui est pas forcément évidente, puisque comme tu le rappelles, les échéanciers sont courts, quoi. Surtout si on est déjà soumis à NFRD. Nous, c'est exercice 2024 en 2025. Donc, je te rejoins, effectivement. Nous, on a commencé un gros travail d'acculturation des équipes dirigeantes pour qu'ils comprennent de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle réglementation. Et puis, il y a vraiment un gros travail, il y a beaucoup de directions qui vont être impliquées, mais le gros travail, c'est le rapprochement des équipes RSE et des équipes finance.
Et aujourd'hui, les équipes finance, performance, pareil, j'ai rien contre, mais ils peuvent avoir tendance à penser qu'ils vont traiter de la donnée ESG comme ils traitent aujourd'hui de la donnée euro. Exactement, ouais. Et ça, pour leur faire comprendre que, en fait, si demain on veut avoir une qualité de données pour qu'elle soit auditable, vérifiable et qu'on soit dans une assurance raisonnable, il me semble, il va falloir un gros travail pour que nos données ESG soient au niveau, clairement. À l'inverse aussi, je pense que nous, côté équipe développement durable, on n'a pas forcément eu l'historique ou l'expérience de toutes ces traces d'audit. En tout cas, les DPEF, elle est auditée, mais pas au même niveau. Donc, je pense qu'on va se rejoindre. Effectivement, il faut un peu briser les silos pour que ça se fasse bien, quoi. Sinon, ça va être des petites guéguerres de COMEX et autres, quoi. Merci pour ces éléments. De ton côté, Thomas, chez CDS, vous accompagnez des entreprises qui sont concernées par tout ce travail. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur vos recommandations en matière de gouvernance et de mode opératoire à mettre en œuvre sur ce qui vient d'être dit ? La première chose, c'est on perçoit la CSRD au sein de CDS comme un formidable moyen de redialoguer, de recommuniquer ou de communiquer de manière différente. Typiquement, la première illustration évoquée sur la sensibilisation, pour nous, c'est une des clés. On ne pourra pas embarquer si on n'acculture pas ou on ne sensibilise pas l'ensemble des équipes qui demain seront concernées, les contributeurs, les équipes dirigeantes, les instances dirigeantes. Si toutes ces personnes-là n'ont pas conscience de la portée de l'exercice de CSRD. Donc oui, la première étape, c'est bien celle-ci, c'est sensibilisation, acculturation. Et la deuxième, tout de suite après, c'est peut-être aussi de rassurer. Il y a peut-être, vous mentionniez sur la DPEF, il y a peut-être un certain nombre de choses déjà en place qui montrent qu'on ne part pas de zéro. Et ça, en interne, souvent, c'est un point important pour pas tout de suite effrayer ou considérer que c'est une montagne qu'on n'arrivera pas à gravir. L'idée, c'est quand même de montrer que voilà, on a fait des choses qui répondent déjà à la CSRD. Et ensuite, effectivement, le troisième volet, c'est bien celui-ci, c'est faire la gap analysis de ce qu'on a avancé, savoir d'où on part, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre cette mise en conformité CSRD, que ce soit en termes quelque part de gouvernance, de plan d'action très concret, typiquement existence d'une cartographie de risque, existence d'une analyse de matérialité, en quoi demain je vais pouvoir capitaliser là-dessus pour ce travail ou cet exercice de double matérialité. Enfin, voilà, toute cette historique reporting qu'il s'agit d'analyser par rapport aux attendus et dans ce plan d'action également mettre en œuvre très concrètement les indicateurs à suivre, les formaliser, les intégrations de protocoles de reporting, à son outil de suivi, etc. Et je pourrais continuer. Oui. Alors, je vais me tourner vers Noël et donc vers ZEI, la solution d'évaluation et de pilotage de la démarche RSE. De votre côté, d'un point de vue plus indicateur, mais tu vas nous expliquer concrètement comment ça fonctionne, comment est-ce que tu accompagnes tes clients et comment est-ce que tu prépares ce passage de la DPEF à la CSRD ? Pour ceux qui trouvaient la CSRD un peu compliquée jusqu'à maintenant, je vous rassure, à partir de maintenant, ça va être bien pire. Concrètement, il y a 3 étapes au préalable de l'outillage et du pilotage concret. Le premier, c'est comme on l'a dit, c'est de faire la matrice de double matérialité. Matérialité d'impact et matérialité financière. Donc là-dessus, nous, on a une technologie qui est capable de faire la matérialité d'impact pour n'importe quel secteur d'activité. Sur la matérialité financière, la CSRD donne des guidelines. Il y a une 50aine d'indicateurs qui permettent de mesurer quelle est l'importance des risques et des opportunités en valeur monétaire et en part de l'activité pour bien comprendre est-ce que le climat est important pour la survie de mon entreprise financièrement ou pas, la biodiversité et l'eau. Donc ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il y a des Excel sûrement qui vont tourner, qui marcheront assez bien. Il y a des cabinets de conseil, il y a des outils comme ZEI. Donc une fois qu'on a fait ça, on rentre dans la deuxième étape qui est avant la gap analysis et qui est une étape un peu funky, on va le voir dans un instant. C'est d'identifier dans chaque pilier, chaque ERSS, puis chaque sujet, puis chaque indicateur, est-ce qu'il est matériel ou pas pour moi ? Et des indicateurs, des points de data différents dans la CSRD, il y en a 550. Minimum.
minimum. On va y venir un petit peu dans un instant. Et la troisième étape, en effet, c'est ce qu'on disait, c'est la gap analysis. C'est comment est-ce qu'on part de la data que pilotent aujourd'hui les entreprises, liées sur du GRI, sur de la SFDR, liées sur de l'Ecovadis ou du Bicorp, et comment tout ça, ça ruisselle dans la CSRD pour identifier qu'est-ce que je mesurais, qu'est-ce que je ne mesure pas encore, et se mettre dans l'action pour mettre en place des tableaux de pilotage, l'intégration des parties prenantes et tout ce qui va après une fois qu'on a structuré tout ça. Alors, je ne vais pas forcément revenir sur la matrice de double matérialité. Thomas l'a très bien expliqué. Alors, on va rentrer dans le détail, t'embête pas, sur comment ça fonctionne pour aller identifier les sujets et les indicateurs importants pour l'entreprise. Alors, je vais mettre debout pour essayer de vous montrer. L'étape numéro 1 qui est tout en haut, c'est en effet de faire la matrice de matérialité et de regarder par rapport aux 12 ERSS, est-ce que cette ERSS, le climat, la biodiversité ou les communautés affectées, sont matériels pour moi. Si le SRS est matériel, on est obligé de divulguer tout ce qu'il y a dedans. S'il ne l'est pas, on peut ne pas justifier pourquoi le RSS, j'en parle pas, à part pour le premier, sur le climat, où là, si on décide de ne pas parler d'enjeux climatiques, il faut que je justifie pourquoi. Et recommandation, c'est que ne pas dire que le climat ou le social n'est pas matériel pour vous. En général, vous allez être mal parti avec un OTI. Donc, faites au moins le E1 et le S1. Il y a 203 critères dans le S1, il y a 65 indicateurs dans le E1. Donc, ce n'est pas non plus trop complexe. Une fois qu'on est rentré là-dedans, c'est là que c'est funky. On a deux types d'indicateurs et de sujets. Il y a les indicateurs en politique, en action et en objectif. C'est ce qu'on va appeler les indicateurs narratifs, le descriptif. Là, la réponse attendue n'est pas une donnée, ce n'est pas un ratio, c'est tout simplement qu'est-ce que j'ai mis en place comme action pour réduire mon impact sur l'eau. Si l'action ou la politique d'un sujet qui est matériel pour vous n'est pas encore existant dans votre entreprise, vous pouvez ne pas en parler, mais vous êtes obligé d'expliquer quand est-ce que vous allez mettre en place les actions, les politiques et les objectifs sur le sujet en question. Donc on peut l'omettre, mais pas pour très longtemps. Et si c'est des politiques et des actions, des objectifs que vous avez déjà, alors là vous êtes obligé d'en parler. Et au total, 30% des indicateurs de la CSRD sont des indicateurs descriptifs, donc des politiques, des actions, des objectifs et tout ce qui va avec. Mais ça, ces critères-là, c'est un petit peu l'habillage de ce qui compte vraiment dans la CSRD, pour que ce soit comparable, chiffré. Et là, on rentre dans les indicateurs concrets, les valeurs et les ratios. Alors, j'espère que vous avez pris du café. Pour les valeurs et les ratios, on va regarder sur chaque sujet, est-ce que ce sujet est matériel ou pas pour mon entreprise ? Par exemple, si je suis agriculteur, est-ce que l'état de la biodiversité dans les sols est un sujet matériel pour moi ? Oui. Si ce n'est pas matériel, on peut le mettre de côté, on n'est pas obligé de justifier pourquoi. Et au sein de chaque sujet, on va avoir une liste d'énormément d'indicateurs concrets qui mélangent à la fois des volumes et des intensités, des ratios, pour relativiser la donnée. Et là encore, pour chacun des points de données de la CSRD, il faut que j'explique, est-ce que ça c'est matériel pour moi ? Oui, je dois en parler. Si ce n'est pas matériel, je peux l'omettre. Donc, jusqu'à présent, il y a une part de subjectivité, c'est à vous d'identifier si c'est un enjeu matériel ou pas, mais l'OTI qui va vérifier votre CSRD, normalement, il sera câblé pour, donc il faut le faire bien, sinon, au bout de 2-3 années, on va se faire peut-être un petit peu retoquer. Et donc ça, c'est le process qu'il va falloir avoir dans chaque ERSS, puis chaque sujet, puis chaque indicateur, donc fois 550. À faire la première année, normalement, à partir de là, il n'y a pas trop d'itérations à apporter là-dessus. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a structuré la liste de tous les indicateurs dont il va falloir commencer à faire la gap analysis. Donc la gap analysis, on rentre dans l'encore plus compliqué. Ouais, je veux bien, voilà. C'est prendre tout ce qui existe dans votre entreprise et de vérifier la différence avec ceux que vous avez identifiés comme étant des critères matériels pour vous. Alors nous, on aide un peu avec des IA, avec une concordance avec l'ensemble des référentiels du marché. Ce qui nous a permis de faire ce petit slide, qui n'est pas très sexy, mais c'est pas grave, qui permet de comprendre pour chaque ERSS quel est le taux de concordance des indicateurs demandés dans le RSS avec les autres référentiels du marché. Donc par exemple, si je prends la pollution, il y a 30 indicateurs de la CSRD dans la pollution.
il y a 4 sur SFDR. Ça veut dire qu'il y a 4 indicateurs de la SFDR qu'on va pouvoir réutiliser pour pré-compléter la CSRD. Donc, ce qu'on voit concrètement, c'est que EcoVadis, les labels, en général, il y a très très peu de concordance possible avec la CSRD, mais bon, ça, on s'y attendait un petit peu. La bonne nouvelle, c'est que les autres référentiels de l'Europe, notamment SFDR, sont très bien alignés, notamment le GRI et la SFDR, qui sont de loin les plus en concordance avec la CSRD. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on voit en dessous du chiffre le pourcentage. C'est le pourcentage de la CSRD qui sera complété grâce au GRI ou grâce à la SFDR. Et donc, dans le meilleur des cas, dans un pilier, vous aurez peut-être un quart des indicateurs de la CSRD, du pilier, qui seront pré-complétés dans la gap analysis à partir des données que vous avez déjà. Si vous avez fait le GRI SFDR, vous avez une petite avance. Si vous avez fait EcoVadis ou Bicorp, il va falloir commencer à s'y mettre un petit peu. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que la donnée existante est moyennement en concordance avec la CSRD. La bonne nouvelle, par contre, ça, j'ai pas pris le temps de faire un deuxième tableau, c'est qu'une fois que vous avez fait la CSRD, vous avez le GRI, la SFDR, le bilan carbone et énormément d'autres référentiels qui seront complétés grâce à ce tronc commun qui est la CSRD. Donc, ça va être chargé. Entourez-vous d'experts, de consultants, de ce que vous voulez, parce que ça ne va pas se faire en un mois. La bonne nouvelle quand même, c'est que quand on aura fait ça, normalement, les différents rapports RSE des entreprises permettront d'éviter un petit peu le greenwashing et le bullshit, hein, concrètement. Parce que comme tu le disais très, très, très concrètement tout à l'heure, on peut avoir des rapports RSE de 300 pages dans lesquels on va avoir 2 données. Et ces données sont très souvent des données en volume uniquement. J'émets tant de tonnes de CO2 en tant qu'énergéticien. Ah, très bien. La CSRD, et on va peut-être rentrer dans les critères précis si on a le temps, va imposer vraiment la définition de l'indicateur et notamment les intensités. C'est très bien de dire que j'émets tant de tonnes de CO2, mais combien j'émets de CO2 pour chaque kilowattheure d'énergie que je vends ou pour chaque produit que je vais commercialiser. Combien je consomme de pesticides en tant qu'agriculteur, c'est très bien, mais ce qui va compter, c'est que combien je consomme de pesticides pour produire 1 tonne de matière première agricole ou pour 1 hectare que j'occupe. Donc on pourra très facilement comparer 2 entreprises du même secteur, simplement en utilisant ces ratios et ces intensités, ce qu'on ne pouvait absolument pas faire jusqu'à présent. Est-ce que tu veux nous donner un exemple d'indicateur en plus ? Ou plus tard Non, mais on peut s'arrêter là. Hein. Un E2, ouais. Si jamais c'est intéressant, je peux montrer un ERSS comme le E5 sur les matériaux, où il y a quand même à peu près 130 indicateurs différents. Pas rentrer dans le détail, mais montrer des exemples d'indicateurs qui seront attendus. Juste une illustration. Ouais, si on peut switcher rapidement. Je vais vous montrer mes préférés. Alors le E5, c'est sur les matériaux et les matières premières et l'économie circulaire. Alors, est-ce que sur ma jambe ça fonctionne ? Hop. De l'économie circulaire. On va avoir des indicateurs assez détaillés, par exemple, sur la part des matériaux qui sont issus de sources régénératives. Donc c'est des définitions qui sont en lien avec toutes les nouvelles définitions de l'impact que porte la CEC par exemple ou Impact France, qu'on n'a jamais vu dans un rapport RSE standard, mais qui sont extrêmement ambitieux en termes d'impact. Ce qui veut dire que sur chaque indicateur, vous allez devoir quand même rentrer dans les annexes de la CSRD, vous allez devoir comprendre la définition précise qu'apporte la CSRD avant de commencer à vous structurer pour le piloter. Et quand je dis qu'il y a 75% de la CSRD qui n'était pas en lien avec les autres indicateurs, c'est justement parce que la CSRD porte une ambition en termes d'impact qui dépasse très largement tout ce qu'on a pu voir jusqu'à ici. Ouais, bon, peut-être pas creuser trop longtemps, mais la CSRD ressemble du coup à ça. Vous avez les différents piliers. Au sein de différents piliers, vous allez avoir la liste de tous les indicateurs que la CSRD va vous imposer pour identifier est-ce que c'est pertinent ou pas. Alors, je vais vous laisser ça comme ça. Mais on a par exemple des concepts de matériaux désassemblables qu'on n'avait jamais vu ailleurs. On va bien séparer le réutilisable, le recyclage, le réparable. On va regarder aussi la part qui est remise à neuf et la part qui est recyclée. Donc on va à chaque fois avoir un cadrage de ces définitions qui est extrêmement précis. Donc ça demande quand même un peu de temps pour rentrer dans ce détail avant d'être prêt à avoir un outil de pilotage et se mettre en route.
Merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant donc vers Christophe, qui représente donc BPI France. En tant que financeur et investisseur, est-ce que tu peux nous expliquer ce que la CSRD va changer pour vous? Alors peut-être que je parlerai surtout de ce que ça ne va pas changer. En fait, c'est que, et puis c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que vous allez arrêter de nous financer parce que on a un mauvais rapport CSRD ou quoi que ce soit, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est x5 le nombre d'entreprises qui vont être soumises. Donc la réponse est assez... rassurer tout le monde, non. On va pas arrêter, le secteur financier ne va pas arrêter de financer les entreprises. Tout simplement parce que la plupart des banques, par exemple, sont plutôt en mode accompagnement, en mode transition. Il n'y a pas grand monde à l'heure actuelle qui est 100% exemplaire, 100% vertueux. Donc on est vraiment dans une transition de nos sociétés et le secteur financier. Alors, est-ce que c'est par vertu ou par... parce qu'il y a de l'argent aussi à faire. Mais on est là aussi pour financer justement cette transition. Maintenant, c'est sûr que c'est ce corpus réglementaire, et puis on en a parlé, tous parlent, il y a tous les jolis acronymes, la DPEF qui devient CSRD, la SFDR, donc c'est ce que nous, financiers, on doit publier, mais il y a aussi l'article 29, ça c'est le même, mais pour la France. Il y a la taxonomie, on n'en a pas trop parlé, mais c'est avec des ratios d'alignement avec la taxonomie qui est donc le dictionnaire. Alors, l'ISSB, on va rester européen dans un premier temps, disons, mais voilà. Et puis il y a d'autres reporting. Donc tous ces reporting, ils nous demandent justement de faire ce suivi. Donc c'est sûr que la CSRD mettant un petit peu au carré tout ça, c'est sûr qu'en un sens, elle va nous aider à faire nos reporting. Donc ce qu'elle va changer, alors à terme, puisqu'on a vu aussi que c'est quand même très très échelonné entre les premiers qui arrivent, mais s'ils sont en dessous de 750, ils ont du temps, versus les autres. Enfin, on en a jusqu'à 2030 quand même, donc on va pas retenir notre souffle. Mais c'est sûr que tout ça va dans le bon sens, donc ça va changer. Et puis, faut savoir aussi que nous, en tant que financiers, alors on finance sur fonds propres, la plupart, enfin, ça dépend des structures. Donc fonds propres, c'est notre argent qu'on prête ou dans lequel on investit. Mais il y a aussi beaucoup de financements qu'on va chercher, par exemple au niveau européen, donc des poches d'argent européennes, françaises, etc., dans lesquelles on va piger pour ensuite leur distribuer. Et c'est elles qui commencent de plus en plus à introduire des critères, on peut dire d'éco-conditionnalité ou surtout de DNSH, donc les Do No Significant Harm, mais qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de la taxonomie. Donc c'est là où il commence à y avoir beaucoup de flou. Mais en gros, moi, en tant que financier, j'ai mon grand argentier derrière qui me prête de l'argent en me disant mais il faut que tu le canalises selon mes critères et je veux que ce soit bon pour le climat, bon pour le social, etc. À juste raison. Donc moi, derrière, en tant que financier, il faut que je m'assure aussi qu'il va bien dans une entreprise qui fait bien les choses. Donc la CSRD, c'est sûr que va aider aussi à y voir un petit peu plus clair là-dedans. Même si encore c'est progressif, mais ça va pas être facile. Aujourd'hui, ces financements, c'est pas 100%, bien sûr. On a d'autres financements qui n'ont pas ces exigences-là. Est-ce que ce sera le même cas en 2030 ? Non. Je pense qu'à mesure qu'on va avancer dans le temps, ces critères de DNSH ou autres, ces climate proofing en français, etc., ils vont se généraliser. Donc, que vous soyez une grande entreprise soumise à CSRD ou une entreprise qui n'est pas soumise à CSRD, donc une PME ou une PME dans la chaîne de valeur d'une entreprise qui est dans CSRD, tôt ou tard, ça va ruisseler, enfin ça va vous tomber dessus, c'est la patate chaude là. Donc fatalement, tout le monde va devoir s'y intéresser. Après, nous, là où on essaye de jouer notre rôle en tant que financier, donc au-delà des financements, etc., et puis d'imposer de nouveaux critères et de demander encore de poser des nouvelles exigences en termes de data, c'est d'essayer d'accompagner. Donc chaque boîte, chaque banque, institution financière, gestionnaire d'actifs, etc., va essayer d'avoir des choses. Nous, on a l'avantage, BPI France, d'avoir
on a une mission d'intérêt général. Alors, je ne suis pas là pour vendre BPI France, de toute façon. Mais on a beaucoup de... Donc on appartient à 50% avec la Caisse des dépôts, en gros, 50% Caisse des dépôts, 50% État français. Mais on a beaucoup de liens, notamment avec l'ADEME, donc l'agence de l'environnement française. Et donc, il y a beaucoup de subventions que nous, on peut canaliser pour ensuite permettre à des entreprises de faire, par exemple, des diagnostics. Il y a des diagnostics décarbonation. Si vous enclenchez ça chez vous, donc c'est hautement subventionné, ça vous aide aussi à adresser le E1, le climat. On en a un autre sur les diags éco-conception, les diags de flux de matière, là encore très subventionné. Donc ça vous aide aussi à remplir E5 par exemple. Donc ça ne veut pas dire que on vous donne tout, il y a juste à tamponner et votre rapport est fait, mais ça concourt au fait que ce sujet-là vous pouvez démontrer que vous le prenez en main, et puis il y a des choses. Donc ces choses-là peuvent être mises en place. Le secteur financier se gratte un petit peu la tête sur comment justement accompagner les entreprises. Mais nous aussi on est soumis, donc on est tous un petit peu dans le même bain. Ouais. Alors, tu nous as parlé de tous ces dispositifs d'accompagnement. Est-ce que tu penses que pour vous, la CSRD va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension vraiment de la performance RSE des entreprises, de l'importance de la durabilité dans leur stratégie, et de pouvoir parler quelque part davantage de ça plutôt que de parler de données bêtes et méchantes, entre guillemets? Ouais, alors là encore, je ferais peut-être un distinguo entre le secteur financier de manière générale et puis peut-être BPI France et d'autres, pas que nous. C'est sûr que ça va clarifier un petit peu les choses. Là, on en a parlé. C'est carré, c'est des normes. Enfin, c'est une norme intelligente entre guillemets, quoi. Enfin, ça va être audité. Tous les indicateurs vont être solides, etc. Alors, on peut arguer que 550 plus, je sais plus 90, ça fait beaucoup d'indicateurs, mais on n'aura pas tout à répondre. Donc ça va clarifier. On aura aussi le fait que, puis on a un peu esquissé, mais toutes ces données que les entreprises vont produire, que les 50 000 vont produire, elles vont être mises dans un certain format, XBRL, et qui va ensuite être déposé sur une plateforme européenne, l'ESAP, où l'information sera accessible, gratuite, transparente, etc. Donc moi, en tant qu'institution financière qui m'intéresse à Auchan, je vais pouvoir aller récupérer les données. Donc mon analyse ESG extra-financière pré-investissement, enfin ce qui fait partie de l'analyse pré-investissement, va pouvoir être facilitée avec ça. Ça va sans doute aussi enlever quelques irritants où vous n'avez pas de rapport, alors voici le petit questionnaire de 60 pages à remplir parce que j'en ai besoin, vous comprenez, c'est pour ma diligence extra-fi. Donc ça, on va l'enlever. Donc ça va être intéressant. Maintenant qu'on a dit ça, ça c'est pour les grosses boîtes, on va dire. Enfin, je ne vais pas me limiter au secteur coté, là, mais c'est quand même des entreprises. C'est 10 000 en France, mais je pense que des PME, il y en a plus de 300 000. Enfin, je parle sous couvert de Philippe, qui doit peut-être connaître le chiffre exact, mais c'est plus de 300 000 ou plus de 500 000 entreprises en France. Donc, et nous, BPI France, on finance essentiellement les PME. Donc ce qu'on appelle le private equity, donc tout ce qui est le non coté en fait. Et si le non coté est non soumis, on se retrouve toujours avec la même... voilà. Donc c'est là où je redisais tout à l'heure avec mes histoires de fonds européens, fonds français avec des critères DNSH. Si l'entreprise que je vais financer me facilite un petit peu la vie, ou du secteur financier d'une manière générale, c'est clair qu'elle va avoir un avantage concurrentiel. Parce qu'elle va me faciliter la vie, mais aussi elle a tout simplement accès à plus de fonds. Elle a accès à plus de financement, avec sans doute des conditions d'accès au crédit, des taux, etc., des taux de garantie, etc., sans doute beaucoup plus intéressants dans le futur. Donc, on a toujours l'avantage, le first mover advantage là. Plus tôt on prend à bras le corps ces choses-là et qu'on embarque dans ces réflexions-là, plus on se facilite la vie et plus on aura accès à ces financements-là. Ouais. Peut-être du côté Auchan, et d'autant plus Coraline que tu étais analyste ISR,
est-ce que tu peux nous dire ce que tu perçois aujourd'hui du dialogue avec les investisseurs via la CSRD, mais peut-être via d'autres réglementations, enfin tout le contexte réglementaire que les investisseurs connaissent. Voilà. Quel est l'état de ce dialogue? Est-ce qu'il change? Est-ce que voilà. Alors, le dialogue avec Auchan et les investisseurs, on n'est pas une entreprise cotée, donc faut le noter. Par contre, on investit, enfin, on émet de la dette au niveau du groupe, et donc on engage des investissements verts avec des critères RSE. Donc on a ce dialogue avec les investisseurs à travers ce biais-là, puis à travers la gestion d'actifs également, avec un dialogue qui est aujourd'hui surtout tourné sur le sujet du climat. On nous pose beaucoup de questions sur le climat, et sur notre scope 3 notamment, on est hyper challengé, et c'est bien normal. Et ce dialogue avec les investisseurs, il est hyper important pour nous pour structurer notre démarche et savoir dans quelle direction on doit travailler. Les investisseurs d'ailleurs ou les agences extra-financières nous demandent beaucoup d'informations sur des politiques internationales. Donc ça, la CSRD va nous permettre de structurer les choses et de mieux répondre, et j'espère d'avoir de meilleures notes encore au questionnaire extra-fi. La question, c'est nous, on est aussi en attente de comparabilité. Aujourd'hui, on propose des indicateurs quand on monte des financements avec des critères RSE. On propose des indicateurs aux financiers et on peut se faire retoquer. Ou alors, parce que eux-mêmes disent vos indicateurs ne sont pas comparables avec Carrefour et ainsi de suite. Typiquement sur du gaspillage alimentaire, qui est un de nos gros enjeux chez Auchan, nous, on va mesurer les choses avec un taux de casse qui se mesure en euros versus Carrefour ou d'autres qui vont mesurer les choses en tonnes. Donc à date, je ne sais pas qui vous dire qui de Carrefour ou Auchan est le meilleur sur le sujet. Clairement, personne ne peut le savoir. Et donc même nous, on a vraiment ce besoin de pouvoir se comparer entre nous, parce que c'est tout l'intérêt de ce dialogue, c'est d'essayer d'être meilleur que nos copains, et donc voilà, on va se tirer un peu la bourre pour démontrer qu'on est le meilleur. Aujourd'hui, sur du gaspillage alimentaire, sur des tonnes de plastique évitées, on n'est pas sûr d'être moins bon. Voilà. Donc la normalisation que vont permettre les ESRS sur de l'économie circulaire, par exemple, vont nous permettre d'atteindre cette comparabilité. Et surtout, ce qui est important, en fait, c'est tout l'objet de la CSRD, c'est d'en faire un levier de transformation de l'entreprise. Donc d'avoir de réels indicateurs d'impact qui vont nous permettre de dire si oui ou non ce qu'on fait, les actions qu'on mène, ont réellement un impact. Et ça, cette structuration des indicateurs que nous permet la CSRD et le dialogue futur avec les investisseurs devrait nous permettre de répondre à cette question. Je l'espère, en tout cas, que la CSRD sera un levier de transformation. J'ai un peu peur qu'au début, on se perde dans la lourdeur administrative de la double matérialité, de répondre aux centaines de data points et ainsi de suite. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre en vue l'objectif, qui est notre impact, ESG, et la transformation de nos business models, la transformation de nos impacts pour répondre à ces enjeux matériels pour les entreprises et matériels pour nos parties prenantes. Non, juste, pour rebondir sur le dernier point, il ne faut surtout pas qu'on ait en ligne de mire et en finalité unique la complétion de cette nouvelle norme CSRD. Il ne faut pas... c'est juste à avoir en tête, parce que c'est vrai c'est très normé, c'est très carré, c'est très riche en indicateurs, et effectivement ça va mobiliser beaucoup de ressources humaines, financières, et également en termes d'outils technologiques. Mais in fine, on aura loupé peut-être l'essentiel du cœur, entre guillemets, de ce qui était visé par ce Green Deal et ce pacte vert. C'est la question de l'impact, et c'est la question de la transformation des business models. Il faudra toujours avoir ça en tête lorsqu'on ira gratter l'indicateur qui va nous embêter parce que il n'était pas existant, il va falloir le créer de toutes pièces, etc. Derrière, il y a la pertinence de l'impact, la pertinence de l'action et de la politique. À mon sens, il faut que ça prime avant même, quelque part, la finalisation et la communication finale via un beau rapport.
Ouais, et la bonne nouvelle là-dessus, c'est que justement la CSRD propose des indicateurs d'impact. Et c'est le premier référentiel extra-financière qui parle de ça. Par exemple, sur le distinguo, est-ce qu'on calcule une intensité en euros ou en tonnes? La CSRD a une rigueur scientifique parfaite là-dessus. C'est non, c'est de la tonne, et l'euro, c'est du bullshit, on met de côté. Donc il tranche de manière assez dure, mais les choix qui sont faits sont bien. Et c'est très élégant quand on aime un peu la data ESG. Merci. Je propose qu'on passe aux questions de la salle. Quelqu'un va circuler avec un micro. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment ou jamais. Si vous pouvez lever le bras, si vous avez une question. Aucune question? C'était clair pour tout le monde alors. J'y crois pas. Bon, non, Ah, merci. Bonjour. C'est pas une question encore très formalisée, mais je me demandais justement, on parlait de transparence. Est-ce qu'il faudrait pas aussi beaucoup parler de plan de transition et quels impératifs, quelles obligations sur ces aspects de transition justement, en lien potentiellement aussi avec la finance? Oui, après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la norme et des choses. Après, il y a aussi une entrée en vigueur progressive. Hein. C'est ce qui a été montré avec le petit diagramme là, progressif. Donc, si en année 1, vous n'avez pas toutes les réponses, et je m'inclus dans le lot, enfin, je nous inclus dans le lot, on peut dire, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas encore. Par contre, voilà le plan d'action que je vais mettre en place pour répondre à ça. Donc, il y a cette transition-là, elle est quand même prévue aussi dans la norme. Enfin, les FRAG, c'est pas une bande de technocrates dans une tour d'ivoire. Hein. C'est des gens, des universitaires, des consultants, de l'industrie. Donc, c'est quand même très pragmatique. Peut-être compléter avec effectivement la notion de plan de transition, elle est présente dans la CSRD, notamment sur 2 ESRS, si je ne me trompe pas, sur celui sur le climat et celui sur la biodiversité. Et donc sur le climat, effectivement, il va falloir qu'on démontre un plan de transition beaucoup plus carré que ce qu'on peut faire ou ce que font les entreprises aujourd'hui, avec un chiffrage beaucoup plus cadré et ce côté forward-looking. Donc clairement, la CSRD va nous permettre de penser cette transition et la transformation de nos business models. Après, elle apporte les normes apportent des indicateurs et des manières de faire. Il y a aussi d'autres, si je pense au plan de transition, il y a des guidelines du CDP, par exemple, sur comment construire un plan de transition. Donc voilà, il y a d'autres supports. Mais la CSRD a ça d'intelligent d'apporter ce côté, la transition des entreprises, comment faire, comment vous transformer. Si je peux me permettre, par rapport à d'autres réglementations, on a commencé à se mettre en compliance avec la taxonomie. Et aujourd'hui, la taxonomie, c'est un gros reporting pour nous. Mais alors, c'est peut-être le cas particulier du retail où le chiffre d'affaires vert ne comprend pas les produits qu'on peut vendre dans nos magasins. Donc, publier un chiffre d'affaires vert n'a pas forcément de sens pour du retail, mais ça nous demande malgré tout un gros travail, et c'est en ça que je parlais tout à l'heure de la peur de la lourdeur administrative versus l'impact réel sur la transformation des entreprises. Voilà, faut pas perdre de vue la transition qui est l'objet majeur de ce qu'on doit faire. Alors, je rebondis juste sur ton dernier point sur la lourdeur. De toute façon, ça va devenir lourd. Hein. Enfin, je pense qu'on l'a bien compris. Je ne sais plus quel cabinet a sorti ça il n'y a pas très longtemps, mais sur l'estimation du coût de l'audit extra-FI, CSRD versus le coût de l'audit actuel financier. Et ça va être entre 30 et 70% du coût de l'audit. Donc c'est-à-dire que c'est plus... Et la valeur du coût de l'audit reflète aussi la complexité à auditer la donnée. Donc c'est juste vous dire l'ampleur de ce que ça va représenter. Après, je pense aussi, il faut remettre aussi... Enfin, c'est la nouvelle réalité. Si je nous projette 90 ans en arrière, la crise de 29, il n'y avait pas une seule boîte qui faisait un rapport financier d'équerre. Chacun mettait ce qu'il voulait dans son bilan comptable. Résultat, c'était le folklore, quoi.
crise de confiance, tout a pété. L'année suivante, la SEC est créée, ils mettent les normes comptables. Les gens s'arrachaient les cheveux en disant « Vous êtes complètement fous, vous allez signer la mort du business, quoi, d'imposer des normes comptables, des états financiers chaque année, revus par un... Mais vous êtes fous !» Bon, et 90 ans plus tard, ça va être la même chose sur l'extra-financier. Voilà. Ouais. On a encore du boulot, là. Juste pour une petite fin positive sur toute la contrainte dont on parle et qui paraît très, très, très longue et très dure. Mais il faut avoir en tête qu'en fait, la CSRD va permettre une comparabilité très précise. Et donc demain, c'est sûr à 100% que vous allez avoir un genre de Yuka de la RSE qui va sortir et qui permettra à n'importe quel consommateur ou client B2B de pouvoir comparer en magasin de produits. Je vais chez Carrefour ou je vais chez Auchan. Et plus vite vous aurez commencé, Auchan, plus vite vous aurez commencé, normalement, plus vite vous allez gagner un avantage compétitif et plus vite, dans quelques années, quand il y aura ces applications qui vont sortir, vous allez gagner des parts de marché, attirer des talents. Donc c'est pas un coût, c'est un investissement et c'est un des investissements les plus rentables que vous pouvez faire, sachant que la crise de l'eau, la crise de la biodiversité va continuer à être présente dans les médias. Donc la conscience environnementale et sociale des individus va continuer d'exploser. Donc faites-le maintenant, mettez-y toute votre ressource et votre énergie parce que demain, vous allez y gagner, c'est évident. Bonsoir, merci et bravo d'avoir fait cet exercice de vulgarisation très réussi. J'ai 2 petites questions. La première, elle concerne la première étape de double maternalité. Pardon. Est-ce que les petites entreprises peuvent s'appuyer sur les travaux des plus grandes entreprises pour justifier justement des effets matériels sur leur activité, pour ne pas avoir à faire toute la partie consultation des parties prenantes, etc. C'est ma première question. Et la deuxième, un peu plus spécifique, sur les critères SFDR versus CSRD. Est-ce qu'il n'y a que 15 à 20% des critères qui sont similaires parce que les autres sont de toute façon pas pertinents pour des institutions financières, ou est-ce que vraiment il y a 80% de travail encore à faire parce que tous les autres critères qui restent sont en fait pertinents pour les entreprises du secteur financier? Merci. Je tente une réponse rapide pour la première question et je passe la main pour la deuxième. Sur la première, dans la guidance dont on a parlé là, de l'EFRAG, c'est le premier jet, ça va être précisé d'ici l'automne. Il est clairement exprimé le fait qu'on peut s'appuyer sur des analyses d'experts, donc peu importe qu'elles soient menées par l'entreprise ou déjà existantes, c'est-à-dire on peut s'appuyer sur la base de documentation existante et déjà établie. On peut également s'appuyer sur des benchmarks d'entreprises. On peut également s'appuyer sur des recherches ou des analyses qui auraient déjà été faites par des entreprises du même secteur. Donc en fait, oui, la réponse, on peut clairement s'appuyer sur des éléments existants. Le seul sujet, c'est de faire ce travail documentaire. Donc ça nécessite un peu de temps d'analyse documentaire et de caractérisation, en quoi tous ces éléments-là permettent bien de caractériser ou de qualifier des thématiques de durabilité pour mon entreprise. Mais oui, la réponse, c'est bien oui dans ce premier jet. Voyons ce qui sera sorti en guidelines d'ici l'automne. On verra. Peut-être en effet pour rebondir, il y a, contrairement aux matrices de matérialité qu'on a l'habitude de voir en RSE, c'est pas matérialité objective des impacts scientifiques et ce qu'en pensent les parties prenantes. Ça, c'est ce qu'on a en tête quand on parle de matrice de double matérialité. Là, c'est vraiment sur le premier axe la matérialité financière. Et le deuxième axe, c'est la matérialité d'impact objective. Et cette matérialité d'impact objective, la CSRD donne des guidelines pour certains des sujets sur le fait que c'est obligatoire d'imposer une consultation des parties prenantes, mais on n'est pas obligé de le faire sur tous les éléments de la matrice d'impact. Et donc, si jamais je suis un petit fabricant de pneus et que j'ai un grand Michelin en face, on a en général les mêmes fournisseurs à peu près, les mêmes clients, donc je peux presque copier-coller en quelque sorte la grille objective d'impact de Michelin pour l'utiliser en interne et pourquoi pas retravailler un petit peu la matérialité financière pour compléter. Je recomplète ce que tu as complété. Non, en fait, là où je trouve intéressant l'exercice de matérialité, c'est quand même de communiquer, de dialoguer avec vos parties prenantes. Il ne faut pas oublier que l'exercice de matérialité dans son esprit, c'est bien de s'ouvrir au monde, c'est-à-dire d'arrêter de réaliser sa démarche sur un coin de table lors d'un COMEX parce qu'il nous fallait une démarche-réalisation, on n'en avait pas. Ça sera plus possible, entre guillemets. Il faut voir le prisme de sa démarche et de ses actions au regard des ESRS et en ayant à l'esprit qu'il faut s'ouvrir
par rapport aux controverses, aux risques potentiels générés par mon activité. Et je pense que le travail de matérialité, comme il pouvait l'être fait parfois dans certains exercices de reporting, c'est-à-dire en interne uniquement avec quelques équipes choisies au préalable, je ne pense plus que ça ait beaucoup de valeur et beaucoup de légitimité dans le futur. Et la deuxième question sur la SFDR et la CSRD, alors c'est pas que la SFDR est différente de la CSRD, c'est que la SFDR a un nombre d'indicateurs qui est beaucoup plus faible que la CSRD, donc c'est à peu près 8% de tête. Donc il y a énormément de concordance, mais une fois que j'ai complété les 44 indicateurs de la SFDR complète, 13 si c'est la version light, c'est très très insuffisant pour pouvoir avoir une gap analysis complète de tout ce que je dois mettre dans ma CSRD. Mais à l'inverse, si je fais la CSRD, la SFDR est normalement presque à 100% complète. J'enchaîne du coup. Ouais, j'ai le micro. Du coup, c'est très lié au CSRD climat. Est-ce que, on voit que la SBTI, par exemple, a fait une consultation cet été sur les atténuations en dehors de la chaîne de valeur. Est-ce que le CSRD intègre des obligations par rapport à des atténuations, par exemple, des gaz à effet de serre en dehors de la chaîne de valeur des entreprises ou pas? Ouais. En dehors de la chaîne de valeur, c'est-à-dire, c'est pas le scope 3. On parle vraiment des communautés affectées, par exemple, les gens qui vivent dans la ville où il y a mon industrie. Ou... Alors, le carbone, par défaut, est mondial, donc normalement, oui. Biodiversité, c'est très localisé, par contre. L'eau, ça va être très localisé aussi. Pollution, c'est localisé, mais il y a un aspect un peu plus systémique. Ressources, par contre, c'est plus les fournisseurs, même si ce n'est pas dans les zones dans lesquelles il y a les sites industriels, c'est vraiment les fournisseurs des fournisseurs, et les matériaux que je vais sortir de mon industrie, par exemple, et qui va être utilisé par le consommateur. Sur le social, il y a les communautés affectées, et donc là c'est beaucoup plus vaste, mais ça reste assez localisé en effet. Oui, sur le sujet du climat, je pense que la CSRD nous oblige à effectivement avoir une trajectoire qui est compatible avec la science, donc SBT à 90%. Et aujourd'hui, pour avoir une contribution climat en dehors de notre chaîne de valeur, ça va être les targets net zéro. Et la CSRD ne dit pas qu'on doit être net zéro. Donc en fait, on va s'en remettre à ce que le SBTI va faire, et petit à petit, peut-être que toutes les entreprises seront obligées d'être net zéro. Nous, par exemple, on a des trajectoires de réduction, mais qui ne sont pas net zéro. Donc on n'est pas encore dans cette démarche. On y sera peut-être demain, je l'espère. Bonjour, merci beaucoup pour vos prises de parole. Et là, Étienne Denoy, directrice de l'ESG du développement durable de CBRE France. Donc nous, on est le leader mondial du conseil et des services en immobilier. J'aurais souhaité vous entendre sur la bataille latente en matière de standards entre l'EFRAG et l'ISSB au niveau international. Comment vous voyez un peu les choses peut-être pour tendre vers un alignement des approches, notamment suite à la prise de parole d'Emmanuel Faber pendant l'été sur... Voilà, qui pointait du doigt quand même une remise en question de la double matérialité. Et du coup, pendant le temps que nos entreprises en Europe vont passer sur le reporting, vous avez parlé de 550 points de data, c'est autant de temps qu'on passe pas sur les business models des sociétés, voilà, sur la transition des business models européens. Donc je me pose juste cette question de comment on peut tendre rapidement vers un alignement des approches et sortir d'une bataille larvée. Un tout premier point, l'EFRAG a fait une réunion, je crois que c'est le 4 ou la semaine dernière, pour préciser comment il travaillait sur l'interopérabilité entre le GRI, qui est un gros point, donc normalement les tables de matière, de concordance entre GRI et CSRD vont sortir là dans les prochains mois. Et pour ce qui est de l'ISSB, la seule réponse qu'ils ont fournie, là c'est tout récent, c'est qu'ils continuaient les échanges, ou ils continuaient la discussion avec l'ISSB pour à réaligner les indicateurs. Maintenant, je ne sais pas qui veut reprendre, je laisse la main. Je
Je peux ajouter un petit point de vue côté entreprise. Moi, j'espère qu'il y aura beaucoup d'interopérabilité, parce que vu les travaux qu'on a menés sur la CSRD, j'espère que ce sera interopérable. Et surtout, je vois la CSRD comme la réglementation la plus exigeante, et donc si on est CSRD compliant, ce sera facile d'aller sur l'ISSB s'il y a besoin. L'inverse sera beaucoup plus difficile. Et donc, j'ose espérer que ce sera un peu comme RGPD. Si cette réglementation, elle est hyper exigeante. Dès qu'on l'a fait, on a mis le standard à l'international. J'espère que ce sera le cas sur la CSRD. Alors, je reviens à mes tableaux. ISSB est en position numéro 4. Voilà. Donc en l'état, non. Ils ont essayé de dire oui, on va essayer de faire un maximum d'alignement, sauf que l'ISSB, c'est creux à un point. Vous avez en gros moins de 10 critères chiffrés. Tout le reste, c'est du texte, c'est du narratif. Et il n'y a pas d'indicateur pour l'instant, en tout cas, qui est comparatif. C'est beaucoup de volume qui s'est demandé sur le climat. Donc, il va y avoir une bataille rangée, c'est obligé. La bonne nouvelle, c'est que, pour revenir sur un sujet que vous avez dit, la CSRD intègre les modèles d'impact, intègre la transformation des business models en posant des questions justement d'impact comparable qui permettent à l'entreprise de se poser les bonnes questions. Et donc demain, j'espère que les entreprises pourront vérifier, les entreprises qui ont publié leurs données sur la CSRD, je vois l'impact carbone, je vois l'impact biodiversité, l'eau d'un produit que j'irai acheter chez tel fournisseur, et celui-là qui est américain, qui n'est peut-être pas soumis à la CSRD, je vois qu'il n'y a aucune donnée d'impact. Moi, en tant qu'acheteur, tant qu'à faire, je préfère pour mon propre scope 3 faire appel à celui qui va me communiquer ces informations. Donc, si normalement l'Europe gère bien le sujet, la CSRD va s'imposer comme étant la base de référence, et les Américains, via les lois du marché, en commençant par l'Europe, mais demain, ce que l'Europe porte en termes de prise en compte du scope 3 et d'impact dans les achats, encore une fois, j'espère qu'avec la montée des dégâts visibles du climat, de l'eau, de la biodiversité, l'ensemble des acheteurs et des consommateurs du monde entier commenceront à aller chercher et gratter cette information-là. Les Américains disent aussi que le temps qu'on passe sur du reporting, c'est du temps qu'on ne passe pas dans de l'action sur le business model. Et c'était un des arguments contre la CSRD au début. Vous voyez, vous avez deux niveaux de maturité, on est le continent le plus en avance sur ces sujets-là. Et c'est vrai qu'après, sur la scène internationale, comment ça se traduit. C'est un peu la même bataille qu'on a eue avec les IFRS, en fait. Pour parler des normes comptables. Certes, ça a été accepté 90 ans plus tard, mais il y a une bataille du standard. Donc, qui sera le Microsoft de l'ESG ou de la norme. Enfin, c'est quelque chose encore ouvert. Il y en aura deux en fait, parce que si je reprends ma petite casquette d'historien, j'aime bien. J'ai la veste en tweed qui va avec, mais il fait trop chaud, alors je peux pas la mettre. Mais ouais. Mais l'ISSB se base sur la définition d'il y a 90 ans du devoir fiduciaire. Donc c'est une guerre de religion en fait, c'est une guerre philosophique quoi. C'est que tout ce qui déborde du devoir fiduciaire, c'est-à-dire de communiquer une information qui est matérielle au sens devoir fiduciaire, au sens de la SEC américaine, n'a pas sa place entre guillemets dans un rapport. Donc ils ont gratté pendant 15 ou 20 ans, alors il y avait la SASB, il y a eu tout ça, maintenant la Value Reporting Foundation, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Ils sont arrivés à ça, et du temps de Trump, ils voulaient même tout mettre par terre, ils sont revenus, je veux dire, ils l'ont cranté là avec bec et ongles. Ils ont la simple matérialité, ils ne peuvent pas aller plus loin, je pense. Donc ils iront pas plus loin, donc ils défendent ce qu'ils ont. Donc les deux vont coexister. En Europe, c'est quand même un gros marché. On va pas revenir en arrière. Le devoir fiduciaire est absolument central dans le monde anglo-saxon. C'est les Américains, c'est les Canadiens, l'Angleterre est peut-être plus proche de nous. Donc les deux standards vont coexister quoi. Et sur le marché asiatique ? C'est une bonne question. J'ai pas ma casquette d'historien, de géographe. Juste pour info, la table ronde suivante, bonjour, la table ronde suivante avec Laurent, avec Fabrice Bonifay et Laurent Babiquian, on va aborder ce sujet-là sur la vision plus mondiale en fait,
Voilà, c'est pour votre gourmandise. Et donc, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y aurait une dernière question ? Merci beaucoup. On a un peu moins abordé le sujet des parties prenantes et de leur intégration pour la définition des sujets les plus matériels, l'identification des IRO. Est-ce que vous avez déjà des partis pris ? C'est très très précis. Il y a un tableau dans une annexe d'un des documents des 330 pages qui explique en fait dans quel type d'enjeu et quel type d'indicateur on doit intégrer les parties prenantes. Donc c'est pas dans tous les ERSS, c'est dans certains ERSS et dans certains sujets des ERSS. Parfois c'est obligé, c'est must, parfois c'est recommandé, could, et des fois ça apparaît pas du tout. Donc plus on les intègre mieux, enfin plus ça sera précis en termes de matrice de double matérialité, mais c'est pas imposé partout. Voilà. Et ça, c'est ce que dit le texte. Moi j'aurais une lecture un peu différente où le texte mentionne ces éléments-là, c'est un fait. À mon sens, il faut se servir de ces normes-là pour recréer le dialogue aussi avec ces parties prenantes. C'est pas parce que le texte définit à qui on doit parler et pour quel sujet qu'il faut se limiter à ces sujets-là. Le seul point par rapport à ce qu'il y avait avant en termes de matérialité classique, entre guillemets, à mon sens, c'est de réussir à entraîner avec soi des panels de parties prenantes qui soient suffisamment représentatifs et suffisamment expertes. Représentatifs pourquoi ? Parce que en fonction de votre zone géographique, en fonction de vos activités, en fonction de la nature de vos produits, sur plein de raisons, il faut que les parties prenantes puissent pouvoir s'exprimer en connaissance de cause. Et experte parce que, on l'a vu, la difficulté d'appréhension de ces sujets-là, elle n'est pas pour tout le monde, entre guillemets. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on réalisait une analyse de matérialité, on allait toquer à qui voulait bien nous répondre. La personne en question connaissait plus ou moins l'entreprise, avait plus ou moins de billes sur les orientations stratégiques de l'entreprise, le business model, etc. À mon sens, demain, et pour qualifier au mieux ces enjeux de ces thématiques de durabilité dans le cadre de cette CSRD, il va falloir en fait avoir une espèce de critical friends ou de panel de parties prenantes qu'on va former à nos pratiques, mais qui seront aussi très critiques. Parce que c'est comme ça qu'on pourrait faciliter la caractérisation, qualification et identification des thématiques d'intérêt. On va s'arrêter là alors. Merci beaucoup à tous nos intervenants, merci de votre écoute.